Donc ça permet de faire une aventure sur un J'ai arrêté. de voir ça reste une lecture. Simplement ça. Oui, c'est ça, voilà. Superbe. Ils arrivèrent enfin à ce fameux pays. Dès le matin de la solennité, tous les habitants, sur leurs portes, s'entretenaient des préparatifs. On avait enguirlandé de lierre le fronton de la mairie. Une tente dans un pré était dressée pour le festin. Oui, j'y fait, répliqua l'apothicaire étonné. Ne fais-je point partie de la commission consultative? La mère Lefrançois le considéra quelques minutes et finit par répondre en souriant. C'est autre chose. Mais qu'est-ce que la culture vous regarde? Vous vous y entendez donc? Certainement, je m'y entends, puisque je suis pharmacien, c'est-à-dire chimiste. Et la chimie, Madame Lefrançois, ayant pour objet la connaissance de l'action réciproque et moléculaire de tous les corps de la nature, il s'ensuit que l'agriculture se trouve comprise dans son domaine. Et en effet, composition des engrais, fermentation des liquides, analyse des gaz et influence des miasmes, qu'est-ce que tout cela, je vous le demande, si ce n'est de la chimie pure et simple? Et sans écouter la mère Lefrançois qui le rappelait pour lui en conter plus long, le pharmacien s'éloigna d'un pas rapide, sourire aux lèvres et jarret tendu, distribuant de droite et de gauche quantité de salutations et emplissant beaucoup d'espace avec les grandes basques de son habit noir qui flottaient au vent derrière lui. Rodolphe, l'ayant aperçu de loin, avait pris un train rapide. Mais Madame Bovary s'essouffla. Il se ralentit donc et lui dit en souriant d'un ton brutal: c'est pour éviter ce gros homme, vous savez, l'apothicaire. Elle lui donna un coup de coude. Qu'est-ce que cela signifie? Se demanda-t-il. Et il la considéra du coin de l'œil, tout en continuant à marcher. Son profil était si calme que l'on n'y devinait rien. Il se détachait en pleine lumière, dans l'ovale de sa capote qui avait des rubans pâles ressemblant à des feuilles de roseau. Ses yeux aux longs cils courbes regardaient devant elle, et, quoique bien ouverts, ils semblaient un peu bridés par les pommettes à cause du sang qui battait doucement sous sa peau fine. Une couleur rose traversait la cloison de son nez. Elle inclinait la tête sur l'épaule, et l'on voyait entre ses lèvres le goût nacré de ses dents blanches. Se moque-t-elle de moi, songeait Rodolphe. Ce geste d'Emma, pourtant, n'avait été qu'un avertissement, car M. Lheureux les accompagnait, et il leur parlait de temps à autre, comme pour entrer en conversation. Voici une journée superbe. Tout le monde est dehors. Les vents sont à l'est. Et Madame Bovary, non plus que Rodolphe, ne lui répondait guère, tandis qu'au moindre mouvement qu'il faisait, il se rapprochait en disant « plaît-il » et portait la main à son chapeau. Quand ils furent devant la maison du maréchal, au lieu de suivre la route jusqu'à la barrière, Rodolphe brusquement prit un sentier entraînant Madame Bovary. Il cria « Bonsoir, monsieur Lheureux, au plaisir. » « Comme vous l'avez congédié, dit-elle en riant. « Pourquoi reprit-il se laisser envahir par les autres? Et puisqu'aujourd'hui j'ai le bonheur d'être avec vous. » Emma rougit. Il n'acheva point sa phrase. Alors il parla du beau temps et du plaisir de marcher sur l'herbe. Quelques marguerites étaient repoussées. « Voici de gentils pâquerettes, dit-il, et de quoi fournir bien des oracles à toutes les amoureuses du pays. » Il ajouta: « Si j'en cueillais, qu'en pensez-vous? » Elle restait paisible, allongeant la tête et la crinière pendante, tandis que leurs poulains se reposaient à leur ombre où venaient les téter quelquefois. Et sur la longue ondulation de tous ces corps tassés, on voyait se lever au vent, comme un flot, quelques crinières blanches, ou bien saillir des cornes aiguës et des têtes d'hommes qui couraient.
à l'écart, en dehors des lices, sans pas plus loin, il y avait un grand taureau noir, muselé, portant un cercle de fer à la narine et qui ne bougeait pas plus qu'une bête de bronze. Un enfant en haillons le tenait par une corde. Cependant, entre les deux rangées, des messieurs s'avançaient d'un pas lourd, examinant chaque animal, puis se consultaient à voix basse. L'un d'eux, qui semblait plus considérable, prenait, tout en marchant, quelques notes sur un album. C'était le président du jury, M. de Roseret de la Panville. Sitôt qu'il reconnut Rodolphe, il s'avança vivement et lui dit en souriant d'un air aimable : « Comment, monsieur Boulanger, vous nous abandonnez ?» Rodolphe protesta qu'il allait venir. Mais, quand le président eut disparu, « Ma foi, non, reprit-il, je n'irai pas. Votre compagnie vaut bien la sienne. » Et, tout en se moquant des comices, Rodolphe, pour circuler plus à l'aise, montrait aux gendarmes sa pancarte bleue. Et même, il s'arrêtait parfois devant quelques beaux sujets que Madame Bovary n'admirait guère. Il s'en aperçut. Et alors se mit à faire des plaisanteries sur les dames d'Yonville, à propos de leur toilette. Puis il ne s'excusa lui-même du négligé de la sienne. Il y avait cette incohérence de choses communes et recherchées, où le vulgaire, d'habitude, croit entrevoir la révélation d'une existence excentrique, les désordres du sentiment, les tyrannies de l'art, et toujours un certain mépris des conventions sociales. Alors on vit descendre du carrosse un monsieur vêtu d'un habit court, à broderie d'argent, chauve sur le front, portant toupet à l'occiput, ayant le teint blafard et l'apparence des plus bénignes. Ses deux yeux, fort gros et couverts de paupières épaisses, se fermaient à demi pour considérer la multitude, en même temps qu'il levait son nez pointu et faisait sourire sa bouche rentrée. Il reconnut le maire à son écharpe et lui exposa que M. le préfet n'avait pu venir. Il était, lui, un conseiller de préfecture. Puis, il ajouta quelques excuses. Tuvache y répondit par des civilités. L'autre s'avoua confus, et ils restèrent ainsi, face à face. Et leur front se touchant presque, avec les membres du jury tout alentour, le conseil municipal, les notables, la garde nationale et la foule. Monsieur le conseiller, appuyant contre sa poitrine son petit tricorne noir, réitérait ses salutations, tandis que Tuvache, courbé comme un arc, souriait aussi, bégayait, cherchait ses phrases, protestait de son dévouement à la monarchie et de l'honneur que l'on faisait à Yonville. Hippolyte, le garçon de l'auberge, vint prendre par la bride les chevaux du cocher, et tout en boitant de son pied-beau, il les conduisit sous le porche du Lion d'Or, où beaucoup de paysans s'amassèrent à regarder la voiture. Le tambour battit, l'obusier tonna, et les messieurs à la file montèrent s'asseoir sur l'estrade dans les fauteuils en Utrecht rouge qu'avait prêté Madame Tuvache. Tous ces gens-là se ressemblaient. Il y eut une agitation sur l'estrade, de longs chuchotements, des pourparlers. Enfin, monsieur le conseiller se leva. On savait maintenant qu'il s'appelait Lieuvin, et l'on se répétait son nom l'un à l'autre dans la foule. Quand il eut donc collationné quelques feuilles et appliqué dessus son œil pour y mieux voir, il commença. « Messieurs, qu'il me soit permis d'abord, avant de vous entretenir de l'objet de cette réunion d'aujourd'hui, et ce sentiment, j'en suis sûr, sera partagé par vous tous, qu'il me soit permis, dis-je, de rendre justice à l'administration supérieure, au gouvernement, au monarque, messieurs, à notre souverain,
à ce roi bien-aimé, à qui aucune branche de la prospérité publique ou particulière n'est indifférente, et qui dirige à la fois, d'une main si ferme et si sage, le char de l'État parmi les périls incessants d'une mer orageuse, sachant d'ailleurs faire respecter la paix comme la guerre, l'industrie, le commerce, l'agriculture et les beaux-arts. Je devrais, dit Rodolphe, me reculer un peu. Pourquoi dit Emma. Mais à ce moment, la voix du conseiller s'éleva d'un ton extraordinaire. Il déclamait. Le temps n'est plus, messieurs, où la discorde civile ensanglantait nos places publiques, où le propriétaire, le négociant, l'ouvrier lui-même, en s'endormant le soir d'un sommeil paisible, tremblait de se voir réveillé tout à coup au bruit des tocsins incendiaires, où les maximes les plus subversives sapaient audacieusement les bases. C'est qu'on pourrait, reprit Rodolphe, m'apercevoir d'en bas. Et puis j'en aurais pour 15 jours à donner des excuses. Et avec ma mauvaise réputation, oh, vous vous calomniez. Ah non, non, elle est exécrable, je vous jure. Mais, messieurs, poursuivit le conseiller, que si écartant de mon souvenir ces sombres tableaux, je reporte mes yeux sur la situation actuelle de notre belle patrie. Qu'y vois-je? Partout fleurissent le commerce et les arts, partout des voies nouvelles de communication comme autant d'artères nouvelles dans les corps de l'État y établissent des rapports nouveaux. Nos grands centres manufacturiers ont repris leur activité. La religion plus affermie sourit à tous les cœurs. Nos ports sont pleins. La confiance renaît. Et enfin, la France respire. Je n'ai pas besoin de l'appeler, car toutes les bouches de la multitude se tenaient ouvertes, comme pour boire ses paroles. Tuvache, à côté de lui, l'écoutait en écarquillant les yeux. Monsieur Desroserais, de temps à autre, fermait doucement les paupières. Et plus loin, le pharmacien, avec son fils Napoléon entre les jambes, bombait sa main contre son oreille pour ne pas perdre une seule syllabe. Les autres membres du jury balançaient lentement leur menton dans leur gilet, en signe d'approbation. Les pompiers, au bas de l'estrade, se reposaient sur leurs baïonnettes et Binet, immobile, restait le coude en dehors avec la pointe du sabre en l'air. Il entendait peut-être, mais il ne devait rien apercevoir à cause de la visière de son casque qui lui descendait sur le nez. Son lieutenant, le fils cadet du sieur Tuvache, avait encore exagéré le sien, car il en portait un énorme et qui lui vacillait sur la tête, en laissant dépasser un bout de son foulard d'indienne. Il le souriait là-dessous, avec une douceur tout enfantine, et sa petite figure pâle, où des gouttes ruisselaient, avait une expression de jouissance, d'accablement et de sommeil. La place jusqu'aux maisons était comble de monde. On y voyait des gens accoudés à toutes les fenêtres, d'autres debout sur toutes les portes, et Justin, devant la devanture de la pharmacie, paraissait tout fixé dans la contemplation de ce qu'il regardait. Malgré le silence, la voix de M. Lieuvain se perdait dans l'air. Elle vous arrivait par lambeaux de phrases qu'interrompait çà et là le bruit des chaises dans la foule. Puis, on entendait tout à coup partir derrière soi un long mugissement de bœuf, ou bien l'ébêlement des agneaux qui se répondaient au coin des rues. En effet, les vachers et les bergers avaient poussé leurs bêtes jusque-là, et elles beuglaient de temps à autre, tout en arrachant avec leur langue quelques bribes de feuillage qui leur pendaient sur le museau. Rodolphe s'était rapproché d'Emma et il disait d'une voix basse, en parlant vite, « Est-ce que cette conjuration du monde ne vous révolte pas? Est-il un seul sentiment qu'il ne condamne?
Les instincts les plus nobles, les sympathies les plus pures sont persécutées, calomniées. Et s'il se rencontre enfin deux pauvres âmes, tout est organisé pour qu'elles ne puissent se joindre. Elles essaieront cependant, elles battront des ailes, elles s'appelleront. Oh, n'importe. Tôt ou tard, dans 6 mois, 10 ans, elles se réuniront, s'aimeront, parce que la fatalité l'exige et qu'elles sont nées l'une pour l'autre. Il se tenait, les bras croisés sur ses genoux, et ainsi levant la figure vers Emma, il la regardait de près, fixement. Elle distinguait dans ses yeux des petits rayons d'or, s'irradiant tout autour de ses pupilles noires, et même, elle sentait le parfum de la pommade qui lustrait sa chevelure. Alors, une mollesse la saisit. Elle se rappela ce vicomte qui l'avait fait valser à la Vaubyessard et dont la barbe exhalait comme ces cheveux-là, cette odeur de vanille et de citron. Continuez, persévérez. N'écoutez ni les suggestions de la routine, ni les conseils trop hâtifs d'un empirisme téméraire. Appliquez-vous surtout à l'amélioration du sol, aux bons engrais, au développement des races chevalines, bovines, ovines et porcines. Que ces comices soient pour vous comme des arènes pacifiques, où le vainqueur, en sortant, tendra la main au vaincu et fraternisera avec lui dans l'espoir d'un succès meilleur. Et vous, vénérables serviteurs, humbles domestiques, dont aucun gouvernement jusqu'à ce jour n'avait pris en considération les pénibles labeurs, venez recevoir la récompense de vos vertus silencieuses et soyez convaincus que l'État, désormais, a les yeux fixés sur vous, qu'il vous encourage, qu'il vous protège, qu'il fera droit à vos justes réclamations et allègera, autant qu'il est en lui, le fardeau de vos pénibles sacrifices. Monsieur Lieuvain se rassit alors. Monsieur de Roseraie se leva, commençant un autre discours. Le sien peut-être ne fut point aussi fleuri que celui du conseiller, mais il se recommandait par un caractère de style plus positif, c'est-à-dire par des connaissances plus spéciales et des considérations plus relevées. Ainsi, l'éloge du gouvernement y tenait moins de place, la religion et l'agriculture en occupaient davantage. On y voyait le rapport de l'une et de l'autre, et comment elles avaient concouru toujours à la civilisation. Rodolphe, avec Madame Bovary, causait rêve, pressentiment, magnétisme. Remontant au Ensemble de bonne culture, cria le président. Tantôt, par exemple, quand je suis venu chez vous, À Monsieur Bizet de Quincampoix, savais-je que je vous accompagnerais 70 francs. 100 fois même, j'ai voulu partir, et je vous ai suivi. Je suis resté. Fumier, Comme je resterai ce soir, demain, les autres jours, toute ma vie. à Monsieur Caron d'Argueil, une médaille d'or. Car jamais je n'ai trouvé dans la société de personne un charme aussi complet. À Monsieur Bain de Givry-Saint-Martin, Aussi, moi, j'emporterai votre souvenir. pour un bélier mérino. Mais vous m'oublierez, j'aurai passé comme une ombre. À Monsieur Bello de Notre-Dame, Oh non, n'est-ce pas? Je serai quelque chose dans votre pensée, dans votre vie. race porcine, prix ex aequo. À Messieurs Le Hérissé et Culembourg, 60 francs. Rodolphe lui serrait la main, et il la sentait toute chaude et frémissante, comme une tourterelle captive qui veut reprendre sa volée. Mais soit qu'elle essaya de la dégager, ou bien qu'elle répondit à cette pression, elle fit un mouvement des doigts,
Il s'écria. « Oh, merci, vous ne me repoussez pas. Vous êtes bonne. Vous comprenez que je suis à vous. Laissez que je vous voie, que je vous contemple. » Un coup de vent qui arriva par les fenêtres fronça le tapis de la table et, sur la place, en bas, tous les grands bonnets des paysannes se soulevèrent, comme des ailes de papillons blancs qui s'agitent. Emploi de tourteaux de graines oléagineuses, continua le président. Il se hâtait. Engrais flamands, culture de lin, drainage, baux à long terme, services domestiques. Rodolphe ne parlait plus. Ils se regardaient. Un désir suprême faisait frissonner leurs lèvres sèches. Et, mollement, sans effort, leurs doigts se confondirent. Catherine Nicaise, Elisabeth Leroux de Sasto-la-Guerrière, pour 54 ans de service dans la même ferme, une médaille d'argent du prix de 25 francs. Où est-elle, Catherine Leroux? Répéta le conseiller. Elle ne se présentait pas. Et l'on entendait des voix qui chuchotaient. Vas-y! Non. À gauche! N'aie pas peur. Ah, qu'elle est bête. Enfin y est-elle? S'écria Tuvache. Oui, le voilà. Qu'elle approche donc! Alors on vit s'avancer sur l'estrade une petite vieille femme de maintien qui paraissait se ratatiner dans ses pauvres vêtements. Elle avait aux pieds de grosses galoches de bois et le long des hanches un grand tablier bleu. Son visage maigre, entouré d'un béguin sans bordure, était plus plissé de rides qu'une pomme de reinette flétrie. Et des manches de sa camisole rouge dépassaient 2 longues mains à articulations noueuses. La poussière des granges, la potasse des lessives et le suint des laines les avaient si bien encroûtées, éraillées, durcies, qu'elles semblaient sales, quoiqu'elles fussent rincées d'eau claire. Et à force d'avoir servi, elles restaient entr'ouvertes, comme pour présenter d'elles-mêmes l'humble témoignage de tant de souffrances subies. Quelque chose d'une rigidité monacale relevait l'expression de sa figure. Rien de triste ou d'attendri n'amollissait ce regard pâle. Dans la fréquentation des animaux, elle avait pris leur mutisme et leur placidité. C'était la première fois qu'elle se voyait au milieu d'une compagnie si nombreuse. Et intérieurement effarouchée par les drapeaux, par les tambours, par les messieurs en habit noir et par la croix d'honneur du conseiller, elle demeurait tout immobile, ne sachant s'il fallait s'avancer ou s'enfuir, ni pourquoi la foule la poussait et pourquoi les examinateurs lui souriaient. Ainsi se tenait devant ces bourgeois épanouis ce demi-siècle de servitude. Approchez, vénérable Catherine Nicaise, Elisabeth Leroux, dit monsieur le conseiller, qui avait pris des mains du président la liste des lauréats. Et tour à tour, examinant la feuille de papier et la vieille femme, il répétait d'un ton paternel. « Approchez, approchez !»« Êtes-vous sourde ?» dit Tuvache, en bondissant sur son fauteuil. Et il se mit à lui crier dans l'oreille. 54 ans de service, une médaille d'argent, 25 francs, c'est pour vous. Puis, quand elle eut sa médaille, elle la considéra. Alors un sourire de béatitude se répandit sur sa figure, et on l'entendait qui marmonnait en s'en allant. Je la donnerai au curé de chez nous, pour qu'il me dise des messes. Quel fanatisme! Exclama le pharmacien, en se penchant vers le notaire. La séance était finie. La foule se dispersa, et maintenant que les discours étaient lus, chacun reprenait son rang, et tout rentrait dans la coutume. Les maîtres rudoyaient les domestiques, et ceux-ci frappaient les animaux. Triomphateur indolent, qui s'en retournait à l'étable, une couronne verte entre les cornes. Cependant, les gardes nationaux étaient montés au premier étage de la mairie, avec des brioches embrochées à leurs baïonnettes, et le tambour du bataillon qui portait un panier de bouteilles.
Madame Bovary prit le bras de Rodolphe. Il la reconduisit chez elle. Ils se séparèrent devant sa porte. Puis il se promena seul dans la prairie, tout en attendant l'heure du banquet. Le festin fut long, bruyant, mal servi. L'on était si tassé que l'on avait peine à remuer les coudes, et les planches étroites qui servaient de banc faillirent se rompre sous le poids des convives. Ils mangeaient abondamment. Chacun s'en donnait pour sa quote-part. La sueur coulait sur tous les fronts, et une vapeur blanchâtre, comme la buée d'un fleuve par un matin d'automne, flottait au-dessus de la table, entre les quinquets suspendus. Rodolphe, le dos appuyé contre le calicot de la tente, pensait si fort à Emma qu'il n'entendait rien. Derrière lui, sur le gazon, des domestiques empilaient des assiettes sales. Ses voisins parlaient, il ne leur répondait pas. On lui emplissait son verre et un silence s'établissait dans sa pensée, malgré les accroissements de leur humeur. Il rêvait à ce qu'elle avait dit et à la forme de ses lèvres. Sa figure, comme un miroir magique, brillait sur la plaque d'échafaud. Les plis de sa robe descendaient le long des murs et des journées d'amour se déroulaient à l'infini dans les perspectives de l'avenir. Il la revit le soir, pendant le feu d'artifice. Mais elle était avec son mari, Madame Homais, et le pharmacien, lequel se tourmentait beaucoup sur le danger des fusées perdues. Et à chaque moment, il quittait la compagnie pour aller faire à Binet des recommandations. Les pièces pyrotechniques, envoyées à l'adresse du sieur Tuvache, avaient, par excès de précaution, été enfermées dans sa cave. Aussi, la poudre humide ne s'enflammait guère, et le morceau principal, qui devait figurer un dragon se mordant la queue, rata complètement. De temps à autre, il partait une pauvre chandelle romaine. Alors la foule béante poussait une clameur où se mêlait le cri des femmes à qui l'on chatouillait la taille pendant l'obscurité. Emma, silencieuse, se blottissait doucement contre l'épaule de Charles. Puis, le menton levé, elle suivait dans le ciel noir le jet lumineux des fusées. Rodolphe la contemplait à la lueur des lampions qui brûlaient. Ils s'éteignirent peu à peu. Les étoiles s'allumèrent. Quelques gouttes de pluie vinrent à tomber. Elle noua son fichu sur sa tête nue. À ce moment, le fiacre du conseiller sortit de l'auberge. Son cocher, qui était ivre, s'assoupit tout à coup, et on apercevait de loin, par-dessus la capote, entre les deux lanternes, la masse de son corps qui se balançait de droite et de gauche selon le tangage des soupentes. En vérité, dit l'apothicaire, on devrait bien sévir contre l'ivresse. Je voudrais que l'on inscrivît hebdomadairement à la porte de la mairie, sur un tableau ad hoc, le nom de tous ceux qui, durant la semaine, se seraient intoxiqués avec des alcools. D'ailleurs, sous le rapport de la statistique, on saurait là, comme des annales patentes, qu'on irait au besoin. Mais excusez. Il courut vers le capitaine. Celui-ci rentrait à sa maison. Il allait revoir son tour. Peut-être ne feriez-vous pas mal, lui dit Homais, d'envoyer un de vos hommes ou d'aller vous-même. Laissez-moi donc tranquille, répondit le percepteur, puisqu'il n'y a rien. Rassurez-vous, dit l'apothicaire quand il fut revenu près de ses amis. Monsieur Binet m'a certifié que les mesures étaient prises. Nulle flamèche ne serait tombée. Les pompes sont pleines, allons dormir. Ma foi, j'en ai bien besoin, fit madame Homais qui bâillait considérablement. Mais n'importe, nous avons eu pour notre fête une bien belle journée.
Rodolphe répéta d'une voix basse et avec un regard tendre. Oh oui, bien belle.